Les amis, bonjour. Bienvenue à Districtement Habitat, votre émission quotidienne 100% habitation et virtuelle, produite par l'APCHQ Montréal Métropolitain. Cette semaine, c'est une présentation Cyclovac en collaboration avec Rochière-Pétrin et les ailes de la construction. Je m'appelle Marco Lassalle, j'ai le plaisir d'être votre hôte pour la semaine thématique construction et rénovation. Et afin de partir ça sur les chapeaux de roue, je me suis outillé et entouré d'experts afin d'aborder mon premier sujet, les maisons neuves. J'ai mis mes bottes, j'ai mon casque, mon fusil à charpente. Partez le compresseur parce que le chantier débute maintenant. Messieurs, bonjour. 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 Patrick Rouleau, Aérobarrière Globale. Oui. Michel Boucher, Maison Usinée Confort Design. Bonjour. Marcel Lapierre, Isolation Majot et Frères. Bonjour, Marco. Bienvenue. Merci. Merci. Merci à vous. J'ai des experts pour me parler de construction neuve. Puis j'ai envie de débuter immédiatement avec M. Boucher. Parce que je pense que vous avez des mini-maisons. Ouais. Ben, il me semble, moi, j'ai entendu parler que des mini-maisons, on n'a pas le droit d'avoir ça au Québec. Bien, des mini-maisons, on a le droit d'avoir ça au Québec. C'est sûr qu'on a le droit. Il y a beaucoup de municipalités qui n'en veulent pas pour l'instant. C'est normal. Je vous dirais qu'à l'entour de peut-être 45-50 km de Montréal, beaucoup plus difficile à installer. Passer ça, ça commence à être beaucoup plus ouvert. Et aussi, ils sont modifiables, les mini-maisons. On est capable de les adapter souvent à la ville. Tu sais, nos maisons ont 16 pieds, mettons. La ville demande 18 pieds ou 19 pieds. On peut faire des agrandissements. On peut toujours procéder de cette façon-là. Ben, ceci étant dit, les mini-maisons, c'est à la mode. C'est vraiment à la mode. Là, les gens en veulent. Et quand on a des projets, c'est beaucoup plus facile à installer. Donc, ce que je comprends, c'est que dans le centre-ville de Montréal, il est possible qu'on n'ait pas le droit d'avoir une mini-maison. Absolument. Mais c'est pas l'histoire que tu n'as pas le droit au Québec, c'est pas vrai. Ça Non. dépend de la ville dans laquelle tu es. Exact. Ah ben ça, c'est un gros mythe là, qui vient de tomber là, à cet effet-là. Ouais. Une mini-maison, c'est grand comment, ça? Ben, les mini-maisons au Québec, chez nous, en tout cas, je vais parler de nous autres, nos maisons ont 16 pieds, 15,8 pieds de profondeur par 24, 30, 35, 40, 45, on va jusqu'à 50. Et on a aussi des modèles en L qui font, mettons, 16 par 38, puis un autre côté qui a aussi 38 pieds. Ça, c'est plus facile à installer un peu n'importe où parce qu'on tombe dans des profondeurs différentes de fondation. Ceci étant dit, ça a à peu près 939 pieds carrés, ce modèle-là, qui est quand même une grosse mini-maison. Ben 939 pieds carrés, on est quand même rendu... Il y a des logements beaucoup plus petits que ça, là. Absolument. Des condos même beaucoup plus petits que ça. Absolument. Donc, on a un aire de plancher qui est quand même assez satisfaisant. On a un aire de plancher qui est assez satisfaisant. Au Québec, les mini-maisons, les maisons sur roue, c'est pas accepté au Québec. Ça, c'est vraiment difficile à installer. Mais quand on parle de micro-maison ou de mini-maison, c'est une maison. On parle pas d'un parc de maisons mobiles. Non. Il y en a, par contre. On rouvre une porte, là, mais il y en a des places que de plus en plus, des campings ou des places de maisons mobiles qui se dirigent vers ça. Parce que, COVID va peut-être aider un peu. Les gens vont voyager un peu moins, ont des vieilles roulottes et les propriétaires donnent le droit de commencer à pouvoir installer des maisons à temps plein. Bien, là, vous m'ouvrez une porte. Avec le COVID, moi, j'ai entendu dire que beaucoup de personnes dans la région de Montréal ont peut-être pas aimé ça au mois de mars-avril, d'être confinés dans leur logement, dans leur condo, et que, sans nécessairement aller chercher tout l'entretien, je cherche peut-être à avoir un pied à terre à l'extérieur de Montréal, et même pour plusieurs de carrément aller vivre. Déménager, là. Définitivement. Vous sentez cette demande-là? Oui. Beaucoup. Surtout, on parle après COVID, là, l'engouement est très, très grand. Très, très grand. Donc, nous, on a des demandes. Les projets roulent. Je vous dirais que on roule probablement à une mini-maison par semaine. OK. Vente. Présentement, pour aller dans les projets, pour aller sur la Rive-Nord, pour aller dans les Laurentides, pour aller un peu partout, autrement dit. Beaucoup de demandes. La demande est forte. Les gens sont ouverts. Ouais.
C'est qui achète les mini-maisons? J'imagine que c'est les couples de retraités qui veulent avoir moins de superficie d'entretien, des trucs comme ça, mais qui veulent garder leur liberté. C'est ça la clientèle type? C'est ce qu'on pensait. Ben, c'est ce que je pense. Quand on a commencé ça, il y a 5 ans, c'est ce qu'on se disait. Baby boomers, les gens qui sont en Floride l'été, à l'hiver, qui veulent avoir un pied à terre, qui veulent vendre leur grande maison. Ouais. Mais c'est pas ça. C'est moi, vous, n'importe qui, le jeune couple. Je donne un exemple. Moi, je suis dans les Laurentides. Moi, mon bureau est à Mirabel. On a des projets dans les Laurentides, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, Gore. Acheter un condo à 250 000 ou à 230 000, 1000 pieds carrés, ou acheter une micro-maison sur un terrain de 25 000 pieds carrés entouré d'eau avec des lacs, des plages pour le même prix. Ça, je vous suis, mais à 900 pieds carrés, 2 ou 3 chambres, c'est... Pardon? Les gens mettent des sous-sols. Ah ben oui, on vient de doubler Absolument. la superficie. Une maison oui. usinée, ça ne s'installe pas nécessairement sur une slab de béton. C'est très compliqué. Donc, ça prend un vide sanitaire, ça prend des pieux ou un sous-sol. Je vous dirais que dans dans tous les projets, mais 98% des gens vont mettre le sous-sol. Ils vont mettre un garage en dessous s'ils ne l'utilisent pas tout. Ben oui, s'ils en ont besoin. Puis là, à ce moment-là, on est loin de doubler les coûts de construction. clair, là, on n'est pas là clair. du tout. Parce que la fondation, ça l'apprend de toute façon. De toute façon, la dalle de béton va être là. Le gros travail est fait. Fait que les gens qui veulent un garage extérieur coûterait peut-être un garage simple, mettons, coûterait peut-être 25 000, va coûter 10 000 en dessous. Ah, ben c'est super intéressant. Moi, ça fait déjà plus d'un mythe là, qui viennent de tomber en bas. Puis j'aurais peut-être un autre préjugé qu'on se dit. Une mini-maison, ça doit être isolé un peu comme une maison mobile. Ça doit être... Les mini-maisons, en tout cas, je peux encore parler de confort design, c'est sûr. Nos maisons, nous autres, sont isolées R31 au mur, R50 au toit. OK. Je vous dirais que c'est mieux isolé que, je dirais pas 80%, mais 70% des maisons au Québec, c'est sûr. Là. Ben, pour situer les gens, Marcel, c'est une maison normale au Québec, c'est quoi le facteur isolant que ça prend? Ben, si on parle du exemple de la fondation, là, on était à R17. Puis les murs extérieurs, c'est R24. Donc ici, on est à R31. Ils sont supérieurs. Puis la toiture, ou le toit, là, c'est R41. Donc, présentement, là, ce que nous apporte le Michel, là, il y a une isolation supérieure des micro-maisons faites chez Confort Design. Il y a une chose que j'ai constatée au niveau des micro-maisons pour avoir été voir plusieurs plans. J'étais curieux d'aller voir. Si on parle d'un 800, d'un 900 pieds carrés, il y a une chose que j'ai remarquée. C'est l'attention qui est mise dans la conception des espaces que j'ai remarqué. On a souvent dans des maisons des belles salles de bain de 12 par 12, d'où est-ce qu'on va utiliser quoi? On va aller dans le bain, on va aller dans la douche, puis la toilette. Le milieu, le 10 par 10, il est perdu. Perte d'espace. Fait que oui, les salles de bain sont généralement, exemple, plus petites, mais super fonctionnelles. Puis on garde les pièces de vie vraiment... Il y a un très, très gros travail qui est fait. Quand on a commencé la microhabitation, c'est là-dessus qu'on s'est penché beaucoup. On ne peut pas faire une micro-maison puis pas avoir d'espace dans la maison. Il faut que les gens se sentent confortables. Il y a 2 facteurs qui sont importants. La première, c'est la conception intérieure qui est travaillée très, très fort au niveau quand on fait une maison. Salle de bain et tout. Nos micro-maisons, moi j'ai des micro-maisons de 46 pieds avec un bain, une douche, une salle de bain, une vanité dans une toilette de 9 par 10 ou 9 par 9. Tu sais, ça rentre en main, on met une pocket door, c'est fini, le carré est fait. Mais ce qui est bien important aussi de comprendre, dans la microhabitation, c'est la fenestration qui donne toute la différence dans rentrer dans un 16 pieds fermé ou rentrer dans un 16 pieds fenestré. On se sent pas pris. Les gens ont tout le temps la même opinion. C'est wow! Je pensais qu'on se serait senti étouffé, mais on l'est pas. On parle des espaces de vie particulièrement, là, d'où est-ce que, exemple, dans les pièces de salon, généralement, d'où est-ce qu'on va avoir une fenestration là, de pratiquement plafond-plancher et l'extérieur devient comme une pièce supplémentaire de la maison. Là. Absolument. Puis nous, la plupart de mes micro-maisons, moi, ils ont un patio intégré au bout de 16 par 10 couverts. Wow. Alors, qui ne fait pas partie du pied carré habitable. Fait que les gens s'achètent une maison, mettent une chambre, 2 chambres, ils ont un salon, ils ont une cuisine et ils ont une terrasse au bout qui vient avec la maison. Alors, tu sais, c'est un autre accès. Il y a des gens qui ferment ça donne un autre 160 pieds carrés. Il y en a qui fassent des 3 saisons, des 4 saisons, peu importe. J'en veux une. Ouais. Ah! J'en veux une, mais justement, Patrick, ça m'amène sur sur ton produit là, que tu as, là, Aérobarrier, là. Oui. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ben nous, dans le fond, on est des spécialistes en étanchéisation d'enveloppes de bâtiments et aussi de conduits de ventilation. Et pour donner un petit exemple, cet été, on a eu beaucoup d'appels à cause des canicules. Il y a beaucoup de personnes qui ont réalisé que sur leur 2e étage, même avec l'air climatisé, qui travaillaient en plein régime, l'air frais ne se rendait pas.
Et ils étaient extrêmement, on peut dire, pas confortables. C'est-à-dire que l'air climatisé Oui. passe par des conduites. Par des conduites. Ça a beau être exactement. soufflé dedans. J'ai une conduite, exemple, une sortie dans ma chambre, Oui, mais je la sens pas, l'air. exactement. C'est que il y a un aspect très important au niveau d'efficacité, c'est la distribution d'air. On a la production qui vient des systèmes de thermopompe ou d'air climatisé, mais aussi la distribution est aussi importante pour distribuer l'air qui est souvent, comme les chambres au 2e étage, le plus loin, dans le fond, de la salle mécanique. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand on a des fuites, ben, l'air ne se rend pas. Et nous, notre spécialité, c'est qu'avec notre procédé de microtechnologie, on va sceller les conduits de ventilation de l'intérieur. Cette même technologie-là a été aussi appliquée pour les enveloppes du bâtiment. Alors, on va sceller l'enveloppe. Et, Qu'est-ce qu'on veut dire par enveloppe, là? dans le fond, c'est toute la carapace de la maison. Alors, comme Michel disait, c'est vraiment important d'avoir la résistance thermique, ça veut dire avoir un isolant. Mais s'il y a de l'air qui passe à travers l'isolant, ben, il n'y a pas d'efficacité au niveau de la protection contre le froid ou de garder la chaleur dans la maison. Alors, nous, notre spécialité aussi en enveloppe, c'est d'optimiser, dans le fond, tout ce qui est isolant dans la maison. Et ceci donne une maison qui est éco-confort, qui est éco-énergétique. Alors, c'est très important pour nous. Donc, c'est comme l'équivalent, dans le fond, quand j'ai de la laine dans mes murs, c'est comme si je portais un chandail de laine. Oui. Ça peut me garder au chaud, c'est pas vilain, mais le vent, il va passer au travers. Exactement. Donc, vous avez un procédé pour couper le vent qui pourrait traverser mon chandail de laine. Exactement. Pour, encore une fois, augmenter tout ce qui est résistance thermique. Et aussi, en même temps, pour arrêter le problème qu'on a au Québec, c'est la moisissure. Un petit trou à demi-pouce peut rentrer, ça fait 10 litres de condensation pendant la saison. Alors, on est capable de couper tout ça. Et je donne tout le temps la même analogie que l'être humain. L'être humain respire par le nez, par la bouche. Bien, la maison devrait respirer aussi par le système central ou l'échangeur d'air pour qu'on puisse filtrer et contrôler l'air qui rentre. Là, présentement, la grande moyenne des maisons, ils respirent un peu de partout de l'enveloppe. Et ça cause beaucoup de problèmes et beaucoup d'impacts, que ce soit au niveau du confort, la pérennité des matériaux, de la moisissure, un peu de tout comme ça, là. À ce que je comprends, là, dans le fond, c'est vraiment une intervention là, ciblée là, que vous faites. Donc, c'est un produit là, c'est pour les entrepreneurs. C'est les entrepreneurs seulement qui peuvent vous appeler. Ou... Non, les consommateurs nous appellent aussi dès qu'il y a un problème avec, dans le fond, au niveau mécanique, que leur prix d'électricité qui est très élevé, ils voient leur facture élevée, ou qu'ils voient qu'ils ont des problèmes de moisissure, ils nous appellent et on peut venir les aider dans leur projet. Mais on fait de rénovation et aussi de la nouvelle construction. OK. Puis quand est-ce qu'il faut que vous... Mettons, moi, je bâtis Oui. une nouvelle maison. Oui. Je veux que vous venez chez nous. Parfait. Oui. À quel moment vous devez passer sur le chantier? Pour l'enveloppe du bâtiment, on peut passer à n'importe quel stage. Ça dépend vraiment du procédure, dans le fond, de chaque entrepreneur. Mais il y a des entrepreneurs qui m'ont appelé, qui ont voulu le faire avant l'isolant. Il y en a qui voulaient qu'on vienne après, dans le fond, le gyps. Parce qu'on est comme aussi une police d'assurance, parce qu'on va injecter notre scellant qui est en forme de fumée et qui va identifier tout anomalie. Des fois, il y a des erreurs humaines qui se passent sur les chantiers. Il y a beaucoup de corps de métier et c'est normal. Et nous, on peut les identifier par la suite. Et une fois qu'on les identifie, on parle et on explique à nos entrepreneurs comment les corriger tout simplement, parce qu'on est des partenaires. Et pour que ça soit avant l'isolant, on va aller chercher une étanchisation très élevée et par la suite, tout percement, que ça soit dans le polyéthylène et tout, c'est moins grave parce que la carapace est déjà isolée. Alors, Okay. On peut vraiment s'adapter. Et pour le scellement des conduits, ça, on peut intervenir en tout moment, même dans des maisons finies, parce qu'on se branche directement au plénum, au système central de ventilation, et de l'intérieur, on va tout sceller. OK, excellent. Ça me permet de faire le pont avec Marcel, justement, parce que Marcel, tu es spécialisé au niveau de isolation des bâtiments. Exact. Puis on pense que souvent, isolation, on pense à de la laine minérale, Oui, souvent. la fibre de verre, mais on est loin de ça. Là. Aujourd'hui, la science du bâtiment a beaucoup évolué. Exact. Et qu'est-ce que les gens vont surtout chercher en construction neuve? Construction neuve, évidemment, depuis 2012, le code du bâtiment a évolué, puis il y a eu une mise à jour là, dernièrement en juin 2020. Donc, les normes en termes de résistance thermique ont augmenté. Je dirais que les produits qu'on utilise présentement, autant la laine de fibre de verre, la laine de roche, que ce soit la cellulose, surtout dans l'entretoit, ou évidemment le polyuréthane giclé, a toujours existé ou existe depuis une trentaine d'années.
Ce qui a changé, c'est surtout les méthodes d'application, mais c'est la compréhension de la science du bâtiment. Alors, heureusement, la science du bâtiment a évolué, puis on a une meilleure compréhension de comment se comporte un bâtiment par rapport au vent, par rapport à l'humidité. Puis ce qui fait en sorte qu'avant d'isoler, bien, comme le disait tantôt Patrick, bien, il faut contrôler l'étanchéité à l'air. Le toit sert à protéger contre le vent, surtout contre évidemment les infiltrations d'eau. Mais l'enveloppe du bâtiment, il faut la protéger contre évidemment les infiltrations ou les exfiltrations pour s'assurer que le bois, les isolants vont être à l'abri de l'intempérie. Si je comprends bien, là, si je veux améliorer ou avoir une bonne performance au niveau thermique de mon bâtiment, ça ne veut pas juste dire de mettre plus de laine. Ça ne veut pas dire de mettre plus d'isolant ou plus de laine. On va s'assurer que l'étanchéité est là. Puis par la suite, c'est le bon produit, bien installé, donne un bon résultat. Donc, dans les murs extérieurs, les murs hors sol, on est encore avec de la laine, normalement R20, laine fibre de verre, avec un pare-vapeur, salon acoustique, puis on va avoir une bonne performance. Évidemment, l'installation est super importante. Si on s'en va dans l'entretoit ou le fameux grenier, bien évidemment, la cellulose est le produit par excellence. C'est économique, c'est super performant, puis ça fait un travail extraordinaire. Si on s'en va dans le sous-sol, bien évidemment, là, on a le drain français est super important parce qu'on veut s'assurer qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre dans notre bâtisse. Puis par la suite, on va pouvoir bien isoler notre fondation. Puis pour faire ceci, c'est un élément poreux, c'est un élément on ne veut pas avoir d'interstice d'air entre le ciment et son isolant. Bien, le polyuréthane giclé est super efficace dans cet endroit-là. Puis il va être utile aussi ou efficace dans les endroits comme ce qu'on appelle la solive de rive ou la ceinture de plancher. Pourquoi? Bien, parce que différentes géométries de bois, puis on fabrique l'isolant sur place, donc on adhère, on scelle tout ça, puis on n'a plus de problème. Quand on parle là, de polyuréthane giclé, Oui. là, on parle là, d'un isolant qui est appliqué avec un genre de fusil, Exact. qui est une mousse qui adhère puis qui Absolument. gonfle sur le substrat. Oui, tout à fait. C'est une mousse de composante, communément appelée l'uréthane giclé. C'est tout le temps le même produit. Puis, c'est un produit qui est fabriqué sur place. Puis, la première application de l'uréthane giclé, il y a beaucoup d'années, c'est on cherchait à avoir une colle. Cette colle-là s'est révélée d'être très performante en résistance thermique. Puis on est venu l'appliquer sur le bâtiment, principalement commercial en premier. Puis par le suite, on est arrivé au résidentiel des années 80, 90, 2000. Donc, on a un produit qui est extrêmement adhérent, extrêmement collant. Donc, exemple sur le ciment, qui est très poreux, on va s'agripper au ciment. Donc, il n'y a plus d'espace d'air entre le substrat et l'isolant. Donc, il n'y a plus pas de création de moisissure. Au niveau du polyuréthane giclé, j'ai vu des constructions dans le coin de Mont-Saint-Hilaire. Il appliquait ça avant, sur la pierre, dans le fond du sous-sol, avant de couler la dalle. Ça faisait un isolant. Et ce que je me suis laissé dire, c'est que également ça faisait une barrière contre l'infiltration de gaz radon à l'intérieur. Depuis 2012, on est obligé de faire un isolant en dessous de la dalle, sous la dalle, avec un par-air par vapeur. Évidemment, l'uréthane giclé, en une application, ça te permet d'avoir ton R5 continu, d'être par-air par vapeur. Puis oui, parce qu'évidemment, tu es complètement scellé, c'est anti-radon en même temps. Le radon, évidemment, c'est incolore, inodore. On ne sait pas il est où. Il peut être chez le voisin ou chez vous. Puis c'est quand même responsable de 16% des cancers, du cancer du poumon, malheureusement. Donc, le polyuréthane giclé, avant de couler votre dalle, vous faites ça. Vous avez quand même une garantie, une assurance de ne pas avoir de radon sous votre maison. Si c'est pas du polyuréthane, qu'est-ce qu'on utilise pour le radon à ce moment-là? Bon, l'autre option, évidemment, il y a le polystyrène extrudé qui peut être utilisé pour évidemment avoir sa valeur R5 et plus. Bien, évidemment, bon, l'installation est un peu plus difficile parce qu'on doit s'assurer que c'est jointé, donc on doit appliquer un scellant. Par la suite, on doit installer un pare-vapeur ou un par-air continu. Donc, on le fait normalement avec le polyuréthane pare-vapeur 6 millième qui doit être aussi jointé. C'est très difficile de le faire. C'est bon, ça fait le travail. Ça demande des gens qui sont extrêmement minutieux parce que par la suite, vous allez couler du ciment. Donc, le ciment, évidemment, avec sa pesanteur, c'est un produit qui est un peu plus rough. Et c'est de s'assurer de ne pas abîmer l'isolant, pas abîmer ton par-air par vapeur. C'est là que la problématique devient. Tandis que l'uréthane... Abîmer, on veut dire... Ben, déchirer, déplacer. Et là, on n'est plus par-air par vapeur. Ah non, par les trous. Par les trous. Okay. Puis de sceller aussi un puisard ou des tuyaux de ventilation avec un polythène, ben, c'est très difficile d'être étanche. Tandis que le polyuréthane, avec sa grande adhérence, lui, va faire l'étanchéité à 100%. Puis par la suite, vous coulez votre ciment, c'est là que ça peut avoir une problématique de déplacer, déchirer autre. Et là, tout le travail qui a été fait, ben, ne sert plus à rien ou il va être beaucoup moins efficace.
Avant d'installer polyuréthane, souvent, on va arriver sur les chantiers en avant-midi. Ça prend quelques heures, on fait l'installation. Et l'entrepreneur peut faire couler sa dalle dès l'après-midi, puis par la suite, continuer ses travaux. Donc, c'est extrêmement rapide, c'est efficace. Puis on peut marcher dessus sans problème parce que, écoutez, on a 28 livres de compression par pouce carré. Il n'y a personne qui peut défoncer ça. M. Boucher, quelqu'un qui entend ça puis qui est inquiet un peu du radon, on est-tu capable de faire ça avec les mini-maisons? Ben oui, ceux qui font des sous-sols, il n'y a aucun problème. Il y a aucun... De toute façon, la plupart des gens, moi, ils isolent leur sous-sol à l'uréthane. Et les dalles de béton qu'on fabrique, ben, c'est pas nous qui les fabriquons, mais les sous-traitants qui les font, sont isolés. Le client a toujours le choix de choisir ce qu'il veut. C'est sa maison. Moi, je n'interviens pas là-dedans. Je suggère, je vais y proposer des choses, mais dépendamment des budgets, dépendamment de ce qu'il veut, c'est son choix, lui. Patrick, je voudrais savoir si mon entrepreneur connaît pas votre produit, Oui. il n'est pas trop à l'aise ou quoi que ce soit, mais moi, j'aimerais ça l'avoir. Je suis capable de quand même avoir votre procédé? Oui, effectivement, on est disponible pour travailler avec tout le monde. C'est sûr qu'avec les entrepreneurs, c'est plus facile à cause qu'il y a une logistique qu'on doit respecter et encore une fois, il faut travailler en partenariat. J'aimerais aussi rajouter quelque chose, une précision qui est quand même très importante, c'est au niveau de le CAH 50, qui est le changement d'air à l'heure à 50 pascal, qui est très important. Ça veut dire quand j'ai une pression, un différentiel de pression de 50 pascal Oui. entre l'intérieur et l'extérieur. Exactement. Oui. Et dans le fond, c'est que le changement d'air à l'heure, ça veut dire c'est le total volume d'air de l'enveloppe ou dans la maison qui se fait changer, qui quitte le bâtiment par heure. En moyenne au Québec, même des maisons qu'on sait qui sont quand même nouvelles, mais qui ne sont pas des maisons à haut rendement énergétique, peuvent aller entre 2,5, 3 changements d'air à l'heure et j'en ai vu jusqu'à 12. Ça veut dire, imaginez-vous, là, dans le fond, il faut chauffer à chaque heure 12 fois ou 3 fois la maison. Mais c'est quoi l'exigence réglementaire là-dessus? En ce moment, il y a les certificats Nouveau Climat qui demandent 1,5. Mais c'est pas une obligation, c'est ça? pas une obligation. C'est seulement prescrit que c'est écrit dans le code que c'est suggéré d'avoir une maison étanche à l'air, mais il n'y a pas de chiffre. Il n'est pas chiffré. Mais- Attendez, là, je veux juste être sûr de bien comprendre. Oui. Marcel m'a bien expliqué tantôt que de juste ajouter de l'isolant, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Là, ce qu'on me dit, ça prend une bonne étanchéité à l'air. J'ai bien compris jusque-là? Exact. Ici, tu me dis qu'au Québec, on va avoir du 2,5 changement d'air à l'heure, on peut avoir du 3, on pourrait aller jusqu'à du 12, mais il n'y a aucune exigence de performance. Exactement. Fait que celui qui est à 4, ça veut juste dire qu'il y a 4 changements d'air à l'heure, mais Ouais. il n'y a pas de non-conformité, il n'y a pas de... Exactement. Et pour une maison d'environ 1200 pieds carrés, un 4 changements d'air à l'heure, c'est comme une fenêtre de 12 pouces par 12 pouces qui est ouverte à l'année longue. Alors, imaginez-vous quand il fait moins 20 dehors et il y a une fenêtre ouverte de 12 pouces par 12 pouces, là, c'est même avec les meilleurs systèmes de chauffage, on va avoir froid dans la maison et ça va nous coûter excessivement cher. Là, je comprends un peu mieux ce que vous me disiez. C'est-à-dire que si j'ai 4 pouces de laine, ça a un facteur isolant. Si j'en mets 6 pouces, oui, le facteur isolant est plus élevé, mais si j'ai encore une fenêtre de 12 pouces par 12 pouces qui est ouverte, Exact. l'échange de chaleur puis de froid va quand même se faire par ce... Absolument. Je comprends mieux qu'est-ce qu'il y en est. Il y a une problématique, si tu me permets, là-dessus, Marco, puis justement, le nouveau climat 2.0 qui permet de faire des maisons un peu plus étanches et plus performantes au point de vue de l'isolation thermique. Je vais parler pour mon secteur. Mais il y a un test qui est obligatoire, un test d'infiltrométrie qui permet de mettre la maison sous pression puis de voir les infiltrations d'air et de calculer ce que disait Patrick, le changement d'air à l'heure. Puis la norme, elle est de 1,5 changement d'air à l'heure et moins. Puis ça force aussi les contracteurs, les sous-traitants à performer et à apprendre à vivre avec son produit et à voir les failles de la construction et de les corriger parce qu'il y a un test par la suite. Et le test te permet d'apprendre là-dessus. Mais là, tu es en train de m'expliquer que je suis capable de mesurer, tu as dit tantôt, exemple, un pouce d'isolant rigide va me donner R5, je suis capable Exact. de le mesurer. Oui. Je suis capable de mesurer le nombre de changements d'air à l'heure de ma maison. Exactement. Ça doit être compliqué, ça. Si vous me permettez, c'est que nous, quand on va faire, dans le fond, notre étanchéisation, on va mettre un infiltromètre. C'est un peu le même principe que le test d'étanchéité, mais nous, on va mettre la maison en surpression jusqu'à 100 pascal et on injecte notre scellant qui est en état
tas de fumée. Dans le fond, il est en aéroporté. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est que non seulement il va aller identifier les trous, parce qu'une fois que l'air quitte le bâtiment, ben, il va s'agglomérer. Et là, il va nous identifier où sont les trous. Alors, c'est quand même très facile, ça se fait bien, mais c'est quand même avec une technologie assez avancée parce que nous, on utilise beaucoup, c'est la technologie avec ordinateur qui contrôle et on surveille en temps réel les différentiels de pression. Si je veux vulgariser, là, mettons ma maison, c'est une boîte de chaussures. Exact. Je mets de la pression dessus, puis le produit. Et puis, à ce moment-là, l'air que je vais rentrer sous pression va vouloir sortir par tous les petits trous. Le produit, il va suivre ces petits trous-là, puis les boucher. Exactement. OK, je comprends bien. Mais sauf que vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Comment on fait ça? C'est compliqué, mesurer l'étanchéité de la maison. Là, on m'a expliqué comment le faire, mais comment je fais, moi, pour le mesurer? Ben pour le commun des mortels, il y a des firmes qui sont spécialisées en tests d'infiltrométrie. Ça coûte quelques $100, qui peuvent venir chez vous puis faire un test d'infiltrométrie qui vont vous donner le nombre de changements d'heure à l'heure. Puis par la suite, faire des correctifs parce qu'ils vont vous les identifier. Puis il y a des correctifs qui sont quand même assez faciles à faire. Évidemment, si la construction n'est pas terminée. Si la construction est terminée, c'est un peu plus difficile parce que là, évidemment, on fait face aux gyps et aux plaintes de bois. Mais c'est à peu près la seule façon de te mesurer, c'est avec un test d'infiltrométrie. OK, mais là, je comprends. Donc, je devrais le faire pendant les travaux. Moi, je pas pour arrêter le temps d'avoir les résultats. C'est pas tellement long parce que les résultats, on les a souvent live. Si vous travaillez avec votre contracteur, mettons, vous choisissez un contracteur, puis moi, je vais faire un test d'infiltrométrie avant de poser le chips. Mais dans sa cédule, il va peut-être prévoir ce temps-là, puis pouvoir l'introduire dans sa cédule de production, mais évidemment, ou de calendrier de construction. Il faut vraiment le prévoir à la base avec votre contracteur, votre entrepreneur que vous avez choisi. Souvent, c'est fait avant la pose du gyps parce que c'est plus facile, évidemment, de faire les correctifs. Puis là, ce que j'ai compris aussi tantôt, dans le fond, Nouveau Climat, lui, il a une exigence obligatoire là, que tu es obligé d'atteindre. Là. Oui. Donc, il doit mesurer avant de certifier un bâtiment, j'imagine. Exact. Et juste pour rajouter, en rénovation, Réno Climat, présentement, c'est sans frais. Et nous, on intervient aussi en rénovation pour faire le scellement de l'enveloppe. Qui fait partie des travaux admissibles à Réno Climat. Exactement. Monsieur Boucher, les mini-maisons, j'imagine, il faut répondre aux mêmes critères. Absolument. Et c'est fait en usine. Hein. Il y a des contrôles de qualité très, très serrés tout le long du processus. Tous nos maisons sont aussi plus élevés que Nova Climat 2.0 demande. Fait qu'à la fin, tout est fait. Production en usine veut dire une meilleure supervision puis des meilleurs points de contrôle, j'imagine. La maison est contrôlée. De mémoire, là, je vais jusqu'à le dire à 6 points. Et surtout, le dernier point, c'est avant la sortie de la maison. Il faut se rappeler que la micro-maison, chez Confort Design, elle est 100% fabriquée en usine. Elle est livrée finie. Joint, peinture, revêtement de plancher, armoire. Je la livre chez vous, revêtement. Je l'assois sur la fondation. Oui, mais souvent, moi, je vois des camions là, sur la route. Là, on a déjà tout vu ça. Là. On voit la maison, là, elle est comme en deux parties. Là. Il y a le devant, il y a le derrière, puis ils vont aller l'assembler sur le chantier. Vous ne me parlez pas de ça, vous, là? Je vous parle pas de ça, mais ça, c'est un bungalow, c'est un cottage, maison 2 étages. C'est des modules qui vont être soumis sur la route, non finis. La micro-maison chez Confort Design, elle est 100% faite en usine. Joint, peinture, plancher, armoire, revêtement extérieur, tout. Alors, tout le contrôle de qualité est fait en usine. C'est livré, fini à 100%. La douche, la peinture, les joints. Tout. Ménage de chantier. Après. Il reste Mais en réalité, c'est ça. C'est la beauté de Confort Design. On est la seule entreprise, je vais dire au Québec, probablement au Canada, qui fabrique des maisons 100% finies en usine. Ça prend approximativement entre 3 semaines et 1 mois à faire une micro-maison dans un usine. Mais moi, là, si j'ai un terrain un petit peu en montagne, qui est un peu avec des arbres, un peu boisé, on est capable de rentrer la maison, ça va assez bien généralement? Ben oui, normalement, on va aller voir votre terrain, on va se faire sûr que tout est correct. Ça prend un chemin à peu près de 20 pieds de large pour nous donner accès. Il va y avoir une grue à un moment donné. La maison, elle a 16 pieds. Fait que 20 pieds de large peut faire l'affaire. Ça prend une grue. Ça risque de prendre une grue quand on est dans des places où il y a des arbres. Alors, il n'y a aucun problème à l'installer une maison. Vous allez la soulever par-dessus. Puis, OK. Ça. Ouais. Bien sûr. Ouais. Tout va varier avec la différence, c'est du terrain. Ce qui va être la variable, ça va être la grue. Petite, moyenne, grande. Tout est là. Mais c'est jamais arrivé qu'on n'a pas installé une maison, à moins d'avoir un chemin de 8 pieds. Là. Ouais, ben là, même là, non, 20 pieds, là, c'est pas... Non, mais la plupart des gens, surtout qu'on parle des Laurentides, là, ont un chemin, ont un terrain de 50 000 pieds carrés, ou peut-être en mètres, 50 mètres là, carrés. Ils ont une entrée faite...
d'une vingtaine de pieds de large en gravelle, en asphalte. Oh oui, non, c'est ça. pas une grande Non, c'est contrainte. normal, c'est normal. Mais ça va bien, c'est très facile. Puis la beauté de ça, c'est quand on arrive chez vous, la fondation est faite, souvent la dalle, elle est faite aussi, exact. l'isolation et tout. J'embarque, je descends à la maison, 10 jours plus tard, vous demeurez dedans. Patrick, Oui. ça me fait penser la discussion. J'ai un ami qui a une maison neuve puis qui trouve justement là, qu'il y a beaucoup de brassage d'air à l'intérieur. Il est-tu trop tard pour intervenir? Il n'est jamais trop tard. On peut intervenir dans toutes les étapes et on peut faire, justement, on appelle ça un par-air parfait sur le système intérieur, que ce soit gyps et aussi d'autres éléments qui sont installés. Ça prend juste un peu plus de protection, mais ça se fait. Ouais, mais sur le gyps, la particule qui va s'agglomérer, je vais la voir? Non, on la voit pas parce que souvent les trous sont très petites. C'est que les trous sont très petites, mais quand on les met ensemble, ça fait un grand trou. Alors, il faut se dire que c'est souvent autour des prises. On a aussi où sont les corderons, les moulures de plancher, des endroits où que l'air peut passer. Parce que l'air passe jusqu'à l'épaisseur d'un cheveu. Et là, nous, on va aller chercher ces trous-là. C'est pour ça qu'on appelle ça la microtechnologie, parce qu'on travaille en micromètres. L'épaisseur d'un cheveu, c'est 0,07 micromètres. Merci de l'information, ça, je ne le savais pas. Exactement. Et nous, on peut aller justement aller sceller ça. Excellent. Je viens de la comprendre. Marco, t'es vite. T'es vite, mon Marco. Marcel, tantôt, tu as parlé d'un terme, puis ça pique ma curiosité. Tu as parlé d'isolant en roche. Oui, exact. C'est de la laine de roche. Évidemment, on la connaît sous le nom Roxol. C'est un peu comme un papier essuie-tout qu'on connaît sur le nom de, exemple, Kleenex. C'est une marque de commerce, mais c'est de la laine de roche. Okay. C'est de la roche volcanique. Principalement, bon, évidemment, une grande densité, ça a été fait ou ça a été développé pour certaines applications. On peut même le souffler dans votre grenier si vous aviez, exemple, beaucoup d'éléments de chaleur ou de combustion des cheminées. C'est un produit que sa combustion est de l'ordre de 1000 degrés Celsius. Donc, c'est un produit aussi qui va être utilisé pour insonoriser. Parce qu'on a beaucoup de densité, on va le voir dans des murs mitoyens qui sont bâtis en quinconce. Donc, avant de refermer le mur, on va mettre ça dans les divisions. Puis par la suite, barre résiliente, gyps. Ça fait partie d'une composition pour l'insonorisation. En isolation, c'est surtout quand il y a des sources de chaleur qu'on va utiliser la laine de roche ou la fibre de roche. Tu m'ouvres une autre parenthèse. L'isolation, c'est pas juste la chaleur, c'est aussi le bruit. C'est aussi le bruit, mais on parle plutôt d'insonorisation ou d'acoustique. Parce que les isolants sont faits pour, évidemment, isoler votre maison, mais réduire les transferts de chaleur. Certains des isolants peuvent être utilisés aussi en insonorisation. Si on parle d'immeubles à revenus, des immeubles, les plex, communément appelés, dis-je, ou les condos, bien évidemment, il y a des indices qu'il faut respecter en termes de transmission du son. Surtout la voix, le son comme la télévision et autres. Puis certains produits comme la fibre de roche, ou même des fois des produits de fibre de verre qui sont un peu modifiés, qu'on va utiliser pour réduire la transmission de son. Parce qu'il faut penser au son, où est-ce qu'il y a un trou, l'air voyage, le son voyage. Donc, ça va un peu aussi avec l'étanchéité du bâtiment. Plus qu'on est étanche, c'est utile pour plusieurs choses. Pour le son, pour protéger son enveloppe du bâtiment, puis aussi la qualité de l'air. Parce que si l'air est pollué dehors, puis vous avez des trous dans votre maison, dans votre enveloppe, bien, vous allez respirer à l'intérieur. Tu me permets de rajouter quelque Ben chose? oui, intervenez-vous là-dedans, absolument. Oui, justement, on fait beaucoup de multilogements et présentement, les multilogements, ils ont ce problème-là où il y a du communication d'air et de bruit. Le bruit de 800 MHz et plus bas, c'est du son aigu. Ça se transfère de façon aérienne. Présentement, on a beaucoup de problèmes avec les condos, les appartements où les bruits et les odeurs se transfèrent entre les appartements. Et nous, on est capable de segmenter un appartement qui devient en soi, dans le fond, son propre logement dans son bâtiment. Alors, on a un projet avec l'Office municipal d'habitation de Rimouski et justement, on a scellé 14 appartements en moyenne entre 0,5 et 1 changement d'air à l'heure. Ça, c'est pratiquement des normes passives. Et justement, on a eu des comebacks, des feedbacks comme quoi qu'il y a moins d'odeurs qui se promènent, pas d'odeur de cigarette, aussi la marijuana qui est rendue un enjeu aujourd'hui. On a arrêté ces transferts d'odeurs-là et en même temps, il y a une économie d'énergie. Par contre, il faut faire tout le temps un suivi avec une ventilation mécanisée. Ça veut dire qu'il faut quand même avoir un échangeur d'air. Alors, si on étanchise, ben, il y a un échangeur d'air qui est important aussi. Donc, on a parlé d'efficacité énergétique, mais pour ce qui est multilogement, il n'y a pas juste ce facteur-là qui est intéressant. On sait que notamment les problèmes de son
les problèmes d'odeur, Exact. la cuisson, Oui. le cannabis, en effet, Et de on plus vient de en trouver plus. aussi un autre, c'est la défense contre tout ce qui est les insectes. Étant donné que le scellant se fait pas manger par les insectes, une fois qu'on scelle tous les petits trous, ben ça va arrêter aussi les insectes de transférer d'appartement à d'appartement aussi. Alors c'est quand même quelque chose qu'on a découvert avec nos interventions et que présentement c'est très intéressant pour les gestionnaires de condos et les propriétaires de bâtiments. On parle, exemple, de coquerelles, de punaises de lit, de trucs comme ça? Exactement. Parce que normalement, c'est vrai, ça longe Ouais, par les absolument. conduites. Exactement. Bon point. On va sceller parfaitement, on va segmenter l'appartement. Et aussi, dans le cas de l'Office municipal d'habitation à Rimouski, il est au bord de l'eau. Alors, la ventilation naturelle, une fois que ça frappait le bâtiment, ben, il y avait un brassage d'air qui se faisait aussi. Alors ça aussi, on voit ça beaucoup dans les multilogements. Et on est capable d'arrêter ça. Si tu me permets de rajouter, Marco, sur ce que Patrick apporte, là, souvent, les gens demandent, bon, l'enveloppe du bâtiment, l'étanchéité, je comprends ce que tu me dis, l'isolation, mais ça m'apporte quoi? Bien, il faut y aller avec le sentiment. Quand tu as un plancher froid, puis tu as un inconfort, là, tu t'aperçois que l'isolation est importante, mais surtout, avoir un bâtiment étanche. Quand on parle de logements multiples, mais moi, je l'ai vécu, parce que je viens de bâtir deux triplex chez moi. Puis quand souvent, on était jeune, tu rentrais dans un édifice à logement, puis ça sentait la bouffe d'un peu tout le monde. Bien, c'est ça, les échanges d'air, puis des immeubles qui sont pas bien, justement, avec des bonnes étanchéités. Je vais prendre l'exemple chez nous. Il y a des 6 logements, bien, il n'y a personne qui sent la bouffe de personne. Il n'y a personne qui sent la fumée de quelqu'un. Puis il n'y a personne qui entend le bruit parler de la TV du voisin et autres. Alors, c'est ça, étanchéiser sa maison, son bâtisse, ça a des bénéfices de confort. Puis ça a des bénéfices aussi d'être ce qu'on appelle la jouissance des lieux, de ton appartement, de ton condo, de ta exactement. maison. C'est ça le bénéfice, Oui. d'être étanche. Ce n'est pas juste un principe Oui. pour protéger la bâtisse, mais le bénéfice, là, c'est le confort de ne pas avoir les pieds froids, de que ça ne coûte pas cher à chauffer. Et je donne tout le temps l'exemple. 1500 pieds carrés, là, c'est pas normal que ça coûte 350 par mois, chauffé, éclairé, climatisé, quand chez moi, ça coûte 70$ par mois. Et pourtant, j'ai utilisé des produits. J'en ai pas mis plus parce que je suis dans l'isolation, mais je me suis assuré que j'étais étanche. Le bon produit, bien installé, bon résultat. C'est ça la différence. Et juste pour rajouter, de plus en plus, on parle de densification de population et on parle de multilogement, mais souvent en ce moment, quand on est en multilogement, on vit avec tous nos voisins. On est victime un peu des mauvaises habitudes de nos voisins. Et en segmentant, en bien isolant, comme Michel dit, notre logement, ben, on est capable de vivre dans notre logement sans avoir l'impression que on est dans la maison de tout le monde. Alors ça, c'est quand même quelque chose de très important. Et aussi, encore une fois, pour ajouter, c'est que il y a un petit surcoût. Présentement, il y a tellement de subventions qui viennent de Nouveau Climat, il y a Banque des Jardins, il y a Énergie qui ont des subventions. Il y a un surcoût léger pour avoir une maison à haut rendement énergétique. Par contre, c'est un peu la même philosophie que Tesla. Tesla, qu'on achète le véhicule, il est peut-être plus dispendieux, mais maintenant que les subventions, ça aide beaucoup. Mais il faut considérer l'énergie que ça prend pour propulser son véhicule. Beaucoup de monde achète leur véhicule à 30, 40, 50 000. Après 4 ans, ils ont mis au-dessus de 30 000 d'essence, peut-être moins, 20 000 d'essence, mais ça, c'est un rajout qu'il faut mettre sur le prix du véhicule. Alors nous, en tant qu'experts, on veut tout le temps amener ça vers de l'avant à nos clients, dire, regardez, aujourd'hui, on a une opportunité de vraiment améliorer et d'optimiser votre bâtiment. Ça vaut la peine de mettre l'argent maintenant qu'attendre dans 5 ou 10 ans, qui serait peut-être impossible. Mais dans le fond, là, je t'écoute, Patrick, puis je pense que ça s'applique à vous trois. Souvent, les gens pensent que ça ne s'adresse pas à eux ou ça coûte trop cher. Je pense que ce que ma mère devrait comprendre, maman, écoute comme il faut, là, informe-toi en premier. Tout à fait. Exemple, une mini-maison. Ah, c'est trop cher, j'aime mieux rester en logement. C'est-tu si automatique que ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Mini-maison, on le dit, mini-maison, mini-coût, normalement. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les budgets. C'est ça qui est le fun. Il y a des grandeurs de 450 pieds carrés, aller jusqu'à, comme je disais tantôt, 936 pieds carrés, si on veut. Mais le coût d'une mini-maison puis d'un loyer, ça s'équivaut pas mal. La seule différence, c'est que tu as ton terrain, tu es chez vous. Exact. C'est la grosse C'est un différence. investissement là, à ce moment-là. C'est là. un investissement en plus. Ouais, tu peux investir dans un condo aussi, mais il y en a plein dans le coin, ils sont tous pareils. Tandis que là, tu es chez toi pour le même coût.
Absolument. Mais puis j'entends la même chose de ton côté. Puis pour enchérir avec ce que Michel dit, évidemment, mini-maison, présentement, les normes du bâtiment qu'ils utilisent sont supérieures au code du bâtiment. Puis on a une maison qui est construite en usine, donc produite en usine avec les contrôles de qualité. Le chauffage ou la climatisation, le confort dans une mini-maison va être supérieur à n'importe quel appartement de Montréal. Bon, je prends Montréal comme exemple parce que ça a été bâti dans les années surtout 1910, 20, 30, quand on prend le grand centre-ville, et l'isolation était pratiquement inexistante. Ou si elle était existante, bien évidemment, on a une enveloppe du bâtiment qui n'est pas étanche. Donc, beaucoup d'inconfort, beaucoup de planchers froids, puis ça coûte extrêmement cher à chauffer, ce qu'on n'aura pas dans la mini-maison. Nous, de notre côté, dans la construction neuve, on suit le code du bâtiment et plus, dépendamment du contracteur avec son client. Selon la demande. Selon la demande. Et ça ne coûte pas plus cher faire une bonne ou une mauvaise isolation. Moi, dans mon cas à moi, comme quand j'offre le service d'entrepreneur spécialisé, c'est le même coût. Mais il faut que ça soit bien fait. Donc, le bon produit aux bons endroits, de la bonne façon, donne le meilleur résultat et ça ne coûte pas plus cher. On parlait tantôt, moi, de mes coûts de chauffage, climatisation dans le logement que j'ai construit, dans les 6 logements que j'ai construits. Je n'ai pas utilisé plus de matériel d'uréthane ou plus de matériaux spéciaux dans le triplex. J'ai pris les mêmes matériaux, la même technique, mais je suis assuré que c'était bien fait. Donc, mon étanchéité, elle est pratiquement parfaite. Avec le bon produit au bon moment, j'ai des résultats extraordinaires. Pas plus cher, même coût. Bien installé aux bons endroits. Pour rajouter là-dessus, si tu me permets, très rapidement, c'est que justement, comme tu as mentionné, Michel, ça doit être bien fait. C'est là où on s'installe avec nos clients, c'est qu'on est comme aussi une police d'assurance. Quand on va injecter notre scellant en aéroportée avec une pression de 100 pascal, c'est équivalent à un vent de 72 km/h. Ça brasse la maison. S'il y a quelque chose qui n'est pas bien fait, notre scellant va l'identifier. Exact. Et aussi, pour rajouter aussi, c'est souvent on voit que le retour d'investissement est assez intéressant. Alors, juste le côté confort, il y a des clients qui disent, tu sais quoi, moi, le confort, c'est ça que je veux. Le côté financier, ça m'importe peu. Mais le retour d'investissement, ça peut aller entre 1 et 4 ans. Alors, c'est quelque chose qui revient quand même assez rapidement. Et si tu me permets juste de rajouter une petite affaire? Non. C'est à moi le show. Justement, comme Marcel disait, là, au niveau de quand c'est bien fait, nous, il y a eu un projet avec, dans le fond, des matériaux conventionnels. On a eu un record québécois qui était à 0,11 changements d'air à l'heure pour une maison de 3400 pieds carrés, qui veut dire on peut pratiquement chauffer la maison avec une chandelle, qui est assez intéressant, mais il n'y a pas eu besoin de kits spécial d'Europe et tout. Pas pour dire que c'est des mauvais kits, mais c'est tous des produits matériels conventionnels qu'on a utilisés. Maintenant, j'ai la question qui tue. Marcel, oui. Existe-t-il un vilain isolant? Il n'y a pas de vilain isolant, mais il y a les isolants aux bons endroits avec la bonne utilisation, puis surtout une bonne installation. On est chanceux aussi au Canada, on est régi par le CCMC, qui est le Centre canadien des matériaux de construction. Alors, tous les matériaux utilisés dans une maison neuve doivent être approuvés par le CCMC qu'on applique. Et c'est ouvert au grand public. Il y a un site Internet où, souvent, sur les matériaux que vous avez à la maison, que vous achetez soit chez Renault et autres, Patrick Morin de ce monde, vous pouvez vérifier le numéro CCMC. Puis ça a été contrôlé selon des normes préétablies. Et les manufacturiers, c'est pas eux qui font les normes. Donc, ils doivent envoyer leurs matériaux testés dans le laboratoire. Puis le laboratoire va envoyer autrement dit, les résultats au CCMC, puis il va pouvoir donner son étampe. Ce qui est important, c'est surtout d'utiliser le bon matériau aux bons endroits, puis surtout l'installation. Je dirais qu'il n'y a pas de mauvais matériaux, matériel isolant. C'est surtout les bien utiliser, les bien s'installer. Puis lisez, si vous le faites vous-même, là, informez-vous, puis surtout lisez les étiquettes. Que ce soit pour les matériaux isolants ou d'autres choses. Il y a tout le temps une note du manufacturier. C'est pas tellement long, puis il va vous dire comment l'installer, puis ça permet après ça d'avoir la garantie du manufacturier. Donc, il n'y a pas de mauvais matériaux, mais il y a des mauvais usages pour un type de matériaux, et il y a des mauvaises installations, à ce que je comprends. Tout à fait. Au niveau de mauvais usage, j'aimerais préciser, c'est que souvent, il y a l'erreur humaine. Aussi, dans l'article que Daniel Bonneau a écrit sur nous dans la presse, j'ai demandé d'écrire, de mettre le titre que la guerre au feu d'air se corse. Pourquoi le mot la guerre? Parce qu'un chantier, c'est comme aller à la guerre. Il y a tellement de corps de métier, il y a tellement de facteurs qui peuvent rendre quelqu'un distrait. Il y a tellement de problèmes qui peuvent arriver et tout. Et aussi, en même temps, la maison, la structure en soi,
est en guerre. Elle se fait attaquer l'hiver. Quand il fait moins 21 dehors et on demande 21 degrés Celsius à l'intérieur, ça, c'est 42 degrés de delta de différentiel. Alors, il faut pas tout le temps dire que c'est du mauvais usage, c'est juste peut-être des erreurs. Et c'est pour ça que nous, on se positionne, on dit, regardez, on est votre police d'assurance, on va vous aider. Et je pense que les autres intervenants ici, Marcel et Michel, c'est la même chose. On veut être positif avec les clients et dans leurs besoins. Et on veut qu'ils soient contents avec leurs produits et que c'est quand même leur plus grand investissement, c'est la maison. Mais encore, l'investissement qui est encore plus important, c'est la santé. Une maison qui est mal construite, qui est mal conçue, qui est inconfortable, ben, il y a un impact sur la santé. Patrick, Oui. question qui tue. Dans quelle situation tu arrives sur un chantier puis là tu dis « Oh non, ça va mal fonctionner avec les systèmes en place ». Je vais dire, c'est arrivé à quelques reprises. C'est lorsque le chantier, dans le fond, était un peu bordélique, quand il y avait une mauvaise communication entre les intervenants, entre les corps de métier et tout. Alors, nous, notre approche, c'est vraiment en consultation. On veut une harmonie aussi. Alors, on s'établit et on s'assoit et on retrousse nos manches et on aide. Qu'est-ce que ça fait comme cause à ce moment-là? On arrive sur un chantier bordélique. Bien, dans le fond, c'est que nous, notre potentiel d'aller chercher l'étanchéité dépend aussi de la main-d'œuvre qui est faite manuelle. Alors, c'est sûr, on n'est pas là pour remplacer, dans le fond, la main-d'œuvre. On est là pour bonifier tout le temps. Alors, quand c'est un peu bordélique, ça veut dire que le chantier peut être mal propre un peu. Il y a des outils, des matériaux un peu éparpillés partout. Il y a des trous qui ont été faits, qui sont très grosses, on peut dire. Alors, c'est un peu de négligence. Ça peut arriver, mais comme on disait, on se positionne tout le temps comme des conseillers de dignes de confiance. On est là, pas pour rabaisser personne, mais pour aider. Pour enchérir sur, évidemment, ta question qui tue, surtout ce que Patrick apporte aujourd'hui, je vais revenir dans le contexte des années 60-70, où le contracteur avait souvent ses propres employés, ses menuisiers, son électricien, son plombier, et il faisait une harmonie parfaite de sa planification où un s'embriquait avec l'autre et protégeait l'autre. Aujourd'hui, on est plutôt dans la sous-traitance. Il y a plus de 30 sous-traitants qui vont bâtir une maison. Puis l'entrepreneur, c'est le chef d'orchestre, c'est le chargé de projet. Et la plupart des entrepreneurs, évidemment, travaillent avec les mêmes sous-traitants. Ça a son importance parce que tout le monde apprend à se connaître et apprend à connaître le sous-traitant qui passe avant moi et après moi. La coordination se fait mieux. Donc ça, c'est des choses que, justement, le monsieur et madame tout le monde, avant de choisir son entrepreneur, peut poser ce genre de questions-là depuis quand il construit, avec quel sous-traitant. Y a-t-il toujours les mêmes sous-traitants? Puis oui, je le vois sur les chantiers où j'ai des entrepreneurs qui, depuis plusieurs années, ont les mêmes sous-traitants, sont des excellents chefs d'orchestre et ils vont avoir une meilleure construction du début jusqu'à la finition. Nous, on est dans l'autoconstruction. Alors, l'important, c'est on va référer des gens pour finaliser ou faire le projet de nos clients, des gens que ça fait longtemps qu'ils travaillent avec nous. Fait que ça donne confiance aux clients aussi ils vont avoir à travailler ou à gérer des fois une partie de leur projet, mais on peut référer les sous-traitants qui sont déjà chez nous depuis longtemps. Là, on parle, j'imagine, de la fondation, Oui, comme peut-être où est-ce que vous allez alentour de ça. Fait que vous pouvez le faire, Ben, mais on le va client toujours- peut également décider de le Absolument. contracter lui-même. Vous avez les Absolument. deux options. Oui, on va toujours référer ce client veut. On va même l'aider dans ses budgets. Ça, il n'y a pas de problème. Mais on parle oui, au niveau de la mini-maison, bien sûr, de fondation ou autre. Là, j'ai la question qui tue beaucoup. Prêt? À partir de quelle superficie la mini-maison perd son nom de mini-maison pour juste devenir une maison? Le terme mini-maison ou micro-maison ou, tu sais, je vous disais tantôt, on a des mini-maisons à 936 pieds carrés. Hein, je vous dirais que chez Confort Design, nous, on fabrique, je dis mini-maison, on fabrique bungalow, on fait des plex, on peut faire n'importe quoi. Ce qui différencie chez Confort Design, c'est le terme micro-habitation. Le micro-habitation, chez nous, c'est automatiquement 16 pieds par, peu importe, et 100% fabriqué en usine. C'est pas un lien de pieds carrés, c'est vraiment le concept. J'ai mon 16 pieds, dans le fond, puis après ça, que je te mette 30, 40 pieds, ça change absolument rien, Non. on l'est toujours. Mais le concept reste toujours là. 16 pieds. Je comprends très bien. Et ce qui est important, c'est on peut aller
jusqu'où le client veut. T'sais, on peut faire 50, on va mettre un balcon au bout de 10 pieds. Mais l'important pour nous, la microhabitation, c'est 100% fabriqué en usine. Fait que le client qui se présente chez nous, qui dit « Moi, je veux pas de gestion, je veux une petite maison, je veux je suis à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. » Je dis « On va s'en dans la micro-maison. Pas de gestion, maison arrive finie. » Ah! Tout de suite, c'est bon. La personne qui va me dire « Je suis à Montréal », c'est différent. On pourra pas. Oui, puis on comprend aussi la micro-maison dans un milieu où on veut une densité. C'est peut-être pas le bon produit à la bonne place. Définitivement pas. Au même titre qu'un gratte-ciel, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, ça ne m'intéresse pas non plus. Absolument. C'est ça. Mais il n'y a pas de pied ou de pied carré déterminé. Mais c'est parce que on a souvent en tête que mini-maison, c'est la superficie, puis ça m'aide à comprendre. Non, c'est un concept. La superficie, ça peut être peut-être un critère, mais c'est même pas le principal. Non, parce que les gens, ce qui se réfère beaucoup, c'est les tiny houses, qu'on écoute les émissions aux États-Unis. Mais des tiny houses, en bas de 500 pieds carrés au Québec, c'est vraiment difficile d'aller chercher un prêt hypothécaire, installer ça quelque part. Les banques sont très frileuses. C'est sûr. Fait que quand on parle de tiny house, maison sur roue de 222 pieds carrés au Québec, à part peut-être un camping, on peut pas installer ça, là. Ah, c'est ça. On peut pas et ça vient peut-être aussi de là un peu le mythe qu'au Québec, on ne peut pas avoir de mini-maison. Ça peut peut-être venir de ça aussi parce qu'on n'est pas à la même chose. Et ça, si je ne me trompe pas, on est avec des maisons qui sont sur des essieux bien souvent. Ça, là. Exactement. Et oui, peut-être que le mythe part de là. Il y a tendance à changer. Ben, j'espère que ça va changer avec ça. Oui, j'espère moi aussi. Oui, j'espère moi aussi. Mais ça a une grosse tendance. Les gens commencent à comprendre qu'au Québec, surtout depuis 4-5 ans, avec les salons d'habitation et tout, que la micro-maison, c'est pas une roulotte. Non, exact. C'est une maison. Oui, c'est pas juste un chalet non plus. Non. Ça peut être un chalet, par exemple. Ça peut l'être. Mais c'est pas juste ça. C'est pas juste ça. Nous, comme je disais tantôt, quand on est parti ça, on se disait les gens vont vivre dedans l'hiver, l'été, ça va être le chalet, tout et non. Dans les projets, 98% des gens, un an après, avaient tout vendu pour aller rester là. Et est-ce qu'il y avait ça comme objectif au départ? Ben, certains peut-être, mais... Oui, certains peut-être, mais au début, si on va avoir un chalet, on va avoir un pied à terre. Puis à force d'y aller, à force de trouver d'être dans la nature, à force du bien-être, à force de tout, là, je me rends compte que les gens, j'allais me prendre des projets, ils avaient tous déménagé. La plupart avaient déménagé. Donc, sur 60 maisons, j'ai 2 chalets. Puis à l'époque, je pensais qu'il y en aurait peut-être la moitié. La moitié? La moitié. Puis dans tes triplex, tes multiplex, ça n'a pas déménagé? Pas encore. Ils sont super bien. Ils n'entendent pas les voisins. C'est ça. Puis ça coûte pas cher. Ah ben c'est bien ça. Patrick, Oui. Aérobarrière, Oui. où les gens peuvent aller s'informer s'ils sont intéressés. Oui, on a notre site web qui est aerosealglobal.ca. On a une chaîne YouTube, on est sur Facebook, Instagram et on a 2 estimateurs aussi à temps plein. On fait des estimations sans frais. On se déplace même pas. On a juste besoin des plans que vous pouvez envoyer par courriel et ça va nous faire plaisir de vous aider dans vos projets pour rendre votre maison à haut rendement énergétique. Donc, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, de ne pas supposer que ça coûte trop cher. Ouais. Demandez-le, puis vous jugerez après, tout simplement. On va être capable aussi de faire des simulations en disant que combien le RSI, le retour sur investissement, serait en combien d'années et aussi tous les autres avantages pour avoir une maison à haut rendement énergétique et une étanchéisation assez élevée. Monsieur Boucher, j'imagine que vous devez avoir un site Internet où on peut aller voir le produit? Oui, confortdesign.com. Vous pouvez aussi venir nous voir si vous avez intérêt à venir visiter notre usine. On est au 600 rue Sicard à Mascouche. Ça nous fait plaisir de vous montrer comment on construit des maisons ou des micro-habitations. Et on a un centre habitation qui est à Mirabel, sur le bord de l'autoroute 15, au 16 320 rang Saint-Dominique. Et on a un autre endroit à Granby, qui est un autre endroit de vente pour les gens de l'Estrie. Donc, une usine de fabrication. D'où est-ce qu'il doit y avoir un point de vente également, plus 2 autres points de vente. Le gros centre d'habitation est à Mirabel. Notre gros point de vente est à Mirabel. À Mascouche, c'est beaucoup notre usine et un point de vente aussi. Mais c'est vraiment les gens qui veulent aller voir comment on se passe. On fait des rendez-vous, on va se promener dans l'usine avec notre gérant d'usine, puis on explique tout comment ça se construit et tout. Les gens aiment bien ça. Et on est sur le web. Marcel, où est-ce qu'on peut trouver Isolation Majot et Frères? Bien, Isolation Majot et Frères, évidemment, on est en business depuis 50 ans, donc sur Google, c'est un incontournable. Évidemment, on est sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Je vous dirais que sur Facebook, beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Nos employés font un plaisir de m'envoyer des photos, puis je mets ça, je vous dirais, 1-2 fois par semaine. Au bureau, présentement, avec la COVID, on va attendre un petit peu, mais sinon, vous envoyez vos plans par courriel. J'ai 3 représentants à l'interne qui vont
vous recevoir, qui vont recevoir vos plans, les estimer, ensuite proposer des solutions. Je vous dirais qu'au-delà de l'estimer, puis au-delà de l'isolation, on est des conseillers. Donc, vous ne savez pas comment préparer votre maison, surtout en rénovation. On peut même se déplacer sur votre chantier. Puis par la suite, ça donne un choix entre le type d'isolation que vous pouvez faire. Puis pour de la neuve, je peux même avoir une soumission, sans se déplacer, se faire conseiller. Oui, tout à fait. Au numéro de téléphone, ça peut être par Zoom aussi. Vous envoyez vos plans. J'ai un estimateur à temps plein. Puis on va être en mesure de vous proposer différentes solutions, puis un estimé très détaillé du sous-sol jusqu'au grenier. Avez-vous toujours le fax? On a toujours le fax. On n'en reçoit plus beaucoup, vraiment. Ils ont vraiment bien équipé. La semaine Construction et Rénovation est une présentation de Cyclovac qui vous offre un aspirateur central et ses accessoires d'une valeur de près de 680 $ dans le cadre du grand concours Districtement Habitat. Pour participer, rien de plus simple. Rendez-vous sur districthabitat.ca pour remplir le formulaire du concours. Bonne chance à tous! Donc, merci à vous tous. Si vous désirez avoir plus d'informations sur nos experts et les produits qu'ils ont à vous offrir, je vous invite à aller sur le site internet districthabitat.ca pour avoir toutes les informations sur ces exposants et tous nos exposants. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à partager et également à aller visionner les différentes émissions de Districtement Habitat sur notre chaîne YouTube. En conclusion, j'aimerais remercier notre présentateur Cyclovac ainsi que ses partenaires Crochet-Pétrin et les ailes de la construction. À demain! Since I'm bringing on my heart, reaching out.